Pierre Mussot, les penseurs, les philosophes qui s'intéressent à l'industrie ne sont pas légion, il y en a quand même. Diderot était attaché à l'atelier, Jean-Baptiste Say, bien sûr, Marx, François Dagognet, plus près de nous, François Pérou, qui s'intéresse à l'industrie, et quelques autres. Mais c'est vrai que vous êtes un peu celui qui couronne tout ceci. Pourquoi l'industrie? Pourquoi vous intéressez-vous à la religion industrielle et qu'est-ce que vous entendez derrière le mot industrie? Alors, dans les noms que vous avez cités de philosophes, pour moi, évidemment, il y en a un qui est le pivot, c'est Saint-Simon, puisque Saint-Simon dirige un bouquin collectif qui s'appelle L'Industrie, qu'il invente les mots société industrielle, industrialisme, le substantif industriel, etc. Et comme on l'a évoqué à propos d'autres notions, le système industriel est pour lui un peu l'horizon de tout son travail et de toute son action. Mais il est un moment. Et donc dans cette histoire de la philosophie, il y en a d'autres très importants pour compléter la liste, notamment Francis Bacon et un couple qui pour moi est un peu le pivot vers 1750, on l'évoquera je pense, c'est Rousseau et Hume. Mais pour revenir aux significations du mot industrie, d'abord je l'ai pris dans le sens de l'étymologie, industria. En latin c'est in, ce qu'on a en soi, du grec indou, en soi, le souffle intérieur, et struere, ça veut dire construire, assembler. Donc l'industrie au sens étymologique, et je pense que c'est la signification la plus forte, c'est projeter à l'extérieur, construire le génie intérieur, ce qui est en soi. On pourrait le comparer presque à ingénieur, projeter à l'extérieur la vision qu'on va formaliser ou l'intuition ou le rêve qu'on va réaliser. Alors, la signification elle-même, la première, en fait, si on prend les dictionnaires, etc., c'est industrie, c'est l'habileté, c'est le savoir-faire. Et ça a été le sens qui perdure en gros du XIIe siècle en français jusqu'au dominant, je dirais encore aujourd'hui, mais enfin surtout jusqu'à la fin du XVIIIe. Il y a une deuxième signification qui est arrivée au XVe siècle, c'est le métier, la corporation. L'industrie, c'est le métier, la corporation. Il y a eu un élargissement au XVIe siècle, la fameuse date 1543, il y a un article extraordinaire de Canquilhem sur la fabrique de Vézal, et Copernic, il compare Vézal et Copernic, mais c'est pas par hasard qu'apparaît le mot fabrica. Donc, milieu du XVIe siècle, vers 1543, extension de la signification de l'industrie à toute activité productive, et puis ça va demeurer donc, ces trois significations vont perdurer, banalisées au XVIIIe, qui va en ajouter une quatrième et peut-être une cinquième, à la fois un secteur d'activité, notamment dans les grandes nomenclatures, et souvent à l'initiative des physiocrates qui sont anti-industrialistes, puisque évidemment ce qui est premier c'est la nature parce que c'est aussi la création divine, mais qui en même temps, par leur positionnement, vont donner les meilleures définitions de l'industrie, toujours paradoxalement, disons. Et la dernière signification, la plus importante, enfin aujourd'hui encore, c'est l'entreprise industrielle. Et là, je dirais le théoricien le plus important, c'est sans doute Jean-Baptiste Say, qui est en dialogue étroit avec Saint-Simon. Tous les deux d'ailleurs ont été industrialistes, enfin capitaines d'industrie, chefs de maison d'industrie. Et donc on est entre 1800 et 1820. Mais celle que je retiens pour ma part comme fondamentale, c'est l'étymologie, c'est-à-dire projeter à l'extérieur ce qu'on a en soi. Et j'ai voulu distinguer l'industrialisation, qui est l'objet d'études des historiens, des économistes, parce que dès qu'on traite de l'industrie, on fait plutôt appel à ces disciplines, de ce que j'ai appelé moi l'industriation, c'est-à-dire l'industriation comme une conception du monde, une vision du monde, dont l'industrialisation est un moment de cristallisation et de réalisation. Donc essentiellement à partir, en Europe, disons, à partir du 19e. Même si il y a eu, dans ma généalogie que je ne développe pas, il y a eu un moment souligné par plusieurs historiens, notamment Jean Gempel, une première révolution industrielle au XIIIe siècle, qui est la révolution hydraulique, les moulins, nombreuses innovations techniques, en particulier dans les monastères cisterciens. Et pourquoi ? Parce que c'est la grande rupture dans cette histoire de l'Occident
de la révolution grégorienne des XIIe et XIIIe siècles, d'où naissent notamment deux produits dérivés de cette institution centrale qu'est l'Église, et à côté les monastères, souvent en conflit, que sont l'entreprise et l'État. Et donc l'entreprise, on a dès le XIIe siècle, par exemple, des entreprises par action, notamment les moulins du Bazacle à Toulouse, ou les grandes entreprises de Venise, l'Arsenal, et puis ou les verreries de Murano, etc. Donc les premières formes se font autour des monastères, puis elles vont se développer avec les manufactures au XVIIe, devenir les usines au XIXe, et aujourd'hui, à la fin du XIXe, les très grandes entreprises, les entreprises mondiales qu'on connaît aujourd'hui au XXe siècle. Donc l'industrialisation, cette vision du monde, pour moi, identifie même la conception de la vision du monde de l'Occident. Elle s'est construite sur la longue durée avec de très grands penseurs, et c'est là l'importance d'aborder par la philosophie l'industrie. Comme vous l'avez dit, il y a très peu de philosophes qui ont voulu considérer, c'était un peu comme dit Dagonier, c'était les usines, c'était noir, c'était sale, c'était le monde du travail, etc. Donc il ne fallait pas s'en occuper. Alors que les plus grands philosophes, pour moi le plus important dans cette généalogie, c'est Francis Bacon, début du XVIIe, au moment de la Révolution scientifique. Et Francis Bacon, en même temps que Descartes, dit il faut être comme maître et possesseur de la nature, lui va très loin, il faut appliquer la science. La science par l'industrie, etc. Et c'est ce que vont faire les académies, notamment l'Académie royale de Londres, puis les grandes académies de Colbert et autres. Et en même temps que les manufactures, on comprend les manufactures en dialogue avec les académies. Et il va y avoir un moment clé, qui est 1750. Vraiment 54-55 presque. C'est un vrai tournant. Dans ce dialogue à distance, quoiqu'ils se sont beaucoup rencontrés, ils se connaissaient très bien, Hume a même hébergé Rousseau à un moment donné, entre Rousseau et Hume, pour la simplifier à l'extrême, malheureusement. En gros, Rousseau, grand visionnaire, dit ceci, l'humanité est dans la perfectibilité, c'est-à-dire elle a fait la métallurgie, elle a fait l'agriculture, etc., et elle ne peut pas ne pas être dans la perfectibilité, ce qui n'est pas le perfectionnement. Mais plus elle développe sa perfectibilité, et plus elle se dénature. Donc il y a un couple d'opposés qui sont structurants de ce qu'est l'humanité, qui est dénaturation-perfectibilité. Et il dit ceci, notamment dans la 7e rêverie des promeneurs solitaires, du promeneur solitaire qu'il écrit un an avant sa mort. Il dit, c'est magnifique ce texte, j'invite à le relire X fois, il dit ceci, il s'est enfoncé dans la nature, sa forêt chérie, et finalement il atterrit dans une grotte au plus loin possible de la civilisation. Et tout d'un coup, il entend un petit bruit, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et il regarde et il voit une usine de tissage de bas. Et donc, pour dire, voilà, on est au moment de la bifurcation majeure. Soit on bifurque vers l'industrialisation, certes la manufacture à l'époque, soit j'herborise finalement. Hein. Voilà. J'industrialise ou j'herborise. Il nous dit, attention, n'y allez pas, mais en même temps, vous ne pouvez pas ne pas y aller. C'est un grand dialecticien. Bon. Hume en face, et je pense que c'est le fond de la querelle entre Hume et Rousseau, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas de la psychologie simplement. Hume en face, il dit, il faut y aller. C'est la façon d'avoir les richesses pour les États, pour les peuples, pour développer le bonheur, etc. Et donc avec l'idéologie du progrès, quoi, dans le contexte de l'utilitarisme et tout. C'est ce moment où se rencontre cette grande idée du progrès avec un grand P, avec le grand H de l'humanité, le grand H de l'histoire, si je puis dire, le S de la science. Et donc la grande idée du marxisme et de toutes les philosophies du 19e, c'est-à-dire que l'humanité va s'accomplir à travers l'histoire et grâce à la science pour aller vers le progrès. Pierre Mussot, ce qu'on voit à partir du 19e siècle, notamment avec le romantique, c'est-à-dire qu'on suit à la fois l'histoire des techniques, les chemins de fer, etc., mais aussi toute l'imagerie qu'il peut y avoir, tout l'imaginaire véhiculé par l'industrie. Et là, très vite, il y a ceux qui vont adopter la foi industrialiste et ceux qui vont la refuser. Oui, alors il y a tout un courant intellectuel, je dirais, philosophique, depuis Saint-Simon, Auguste Comte, les Saint-Simoniens, Renan, qui vont cultiver l'industrialisme, la foi industrialiste, assimilée à la paix, au développement, au bonheur, aux richesses, comme le disait Hume,
Et puis, il va y avoir une réaction critique du monde de la littérature et du monde des artistes, avec un point culminant, je dirais, Zola, mais qui est quoi? Qui est la critique de la notion de progrès. Puisque la clé de voûte de la foi industrialiste, c'est le progrès. Donc, et l'imagerie qu'on a gardée de l'industrie, surtout parce qu'il y a une rupture avec la Première Guerre mondiale, que théorise très bien Bergson. C'est Bergson qui va dire, mais attention, l'industrie, ça peut être la guerre. Et c'est la guerre, il le dit déjà pour celle de 70. Et donc, presque il prône le retour à l'agriculture, parce que comme un physiocrate peut-être. Mais c'est vrai qu'au XXe siècle, comme on a vécu l'industrie, la guerre égale industrie, ou industrie égale guerre, on a plutôt hérité de l'imagerie romantique et critique de l'industrie, sans voir que l'imaginaire, moi je fais une distinction entre l'imagerie recueillie et l'imaginaire qui lui est ambivalent. Parce qu'on peut très bien dire de l'industrie, elle est indispensable pour sortir de la misère, pour sortir de la famine, pour permettre de couvrir le maximum de ce qu'on appelle les besoins, entre guillemets, de l'humanité à l'échelle planétaire. Et en même temps, effectivement, elle est destructrice et aliénante. Ce qui est le défi aujourd'hui de l'industrie, c'est-à-dire d'être à la fois une industrie qui produit, mais qui en même temps recycle, ou en tout cas n'abîme plus, et même répare. Et le grand défi des industriels d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est y compris de réparer ce que les phases antérieures de mécanisation, parce qu'on n'est plus dans la mécanisation. C'est ça qu'il faut voir. Il y a eu la mécanisation, l'électrification, aujourd'hui, disons, l'électronisation. Donc on n'est plus dans la... Ce qu'on critique, c'est la phase de la mécanisation, de la vieille industrie. Et c'est celle-là qu'il faut réparer. Mais je crois que toute l'histoire de l'industrie, c'est justement cette capacité, grâce aux industries de l'imaginaire, comme ont été le cinéma, le luxe, la vidéo, etc., d'avoir un élément réflexif sur elle-même. Et c'est une grande force, notamment de l'industrie française. C'est-à-dire de créer des industries de l'imaginaire qui servent de moteur pour faire évoluer les industries, entre guillemets, matérielles. Et on est bien dans cette phase où ce qui devient moteur de l'ensemble industriel, ce sont les industries de l'imaginaire, justement, c'est-à-dire des programmes, des logiciels et des contenus, de l'intelligence et de la création. Vous rajoutez une révolution, nous allons passer les décennies un peu à grandes enjambées, et nous arrivons après Taylor, après les usines, avec le XXe siècle, à la révolution managériale. Vous dites c'est la révolution silencieuse, c'est une révolution sans révolutionnaire. C'est vrai qu'elle commence avec des gens comme Henri Fayol en 1916, qui écrit l'administration industrielle et générale, et jusqu'à aujourd'hui. Donc vous rajoutez cette révolution. En quoi cela change notre vision et notre conception de l'industrie, la révolution managériale? Alors elle est tout à fait essentielle. Elle se développe donc en gros sur un siècle, entre la fin du 19e, Fayol au passage saint-simonien, je passe les détails, et puis évidemment Taylor jusqu'à aujourd'hui, puisque le management est un corpus théorique extrêmement important, pas simplement normatif, et qui s'est constitué au moment où se développent les très grandes entreprises, justement, à la fin du 19e. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la doctrine de l'efficacité, le dogme, comme dit Pierre Legendre, de l'efficiency. Être efficace par notamment le rapport entre objectifs, moyens et résultats. Et cette révolution managériale est une révolution silencieuse. Si je prenais un terme de Gramsci que je n'ai pas évoqué dans mon bouquin, il appelle ça la révolution passive. Et je pense que c'est exactement ça, c'est une révolution restauration. Et dans la série des grandes révolutions que Harold Berman identifie pour l'Occident, il en identifie 6 depuis la révolution grégorienne jusqu'à la révolution russe. Je vous laisse imaginer les 5 autres. Mais les 4 autres, pardon. La 7e, c'est la révolution managériale. Elle apporte cette doctrine de l'efficacité largement portée par l'ingénierie, justement, par le monde de l'ingénierie et de l'industrie. Et elle va rencontrer la cybernétique au sortir de la Deuxième Guerre, ou pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au nom de l'efficacité. Ce sont 2 doctrines de l'efficacité. Et pourquoi elle est très importante? C'est que, au sortir de la Deuxième Guerre, aux États-Unis en particulier, se pose la question suivante, est posée la question suivante par les grands papes du management de l'époque, entre autres Peter Drucker, qui est très important, qui est un philosophe au départ, et qui est la suivante.
puisque finalement, toutes les décisions qu'on a prises jusqu'ici sont des décisions humaines, politiques, et elles ont conduit aux plus grandes catastrophes. On ne peut pas faire pire que la Première Guerre mondiale, que les dictatures de l'entre-deux-guerres et que la Seconde Guerre mondiale, des boucheries, etc. mondiales. Ça veut dire que finalement, il faut confier le pouvoir aux machines. Ce serait beaucoup mieux. Et il se trouve qu'on a une machine merveilleuse maintenant, autoprogrammable, peut-être demain autonome, etc., qui s'appelle l'ordinateur. Et donc la rencontre entre l'ordinateur et la doctrine de l'efficacité va être le nouveau paradigme qu'on peut déplier sous différents aspects, par exemple par la gouvernance par les nombres, comme le fait Alain Supiot, ou par les nouvelles formes de gouvernementalité par les algorithmes, et dans laquelle nous sommes rentrés, et c'est ça le paradigme qui nous anime, je dirais, et qui anime tout le monde industriel et toute la conception occidentale. C'est pour ça que je parle bien de religion industrielle, c'est-à-dire de vision du monde, doctrine de l'efficacité, qui enserre notre vision du monde grâce en particulier à cette merveilleuse machine qu'est l'ordinateur. Vous parlez de foi industrialiste. Oui. Oui, parce que toute institution, et je pense que l'entreprise, après l'usine, le monastère ou la manufacture, c'est la connexion d'une norme et d'une croyance. L'institution, c'est une mission et une norme. La façon la plus simple de la décrire, c'est la première forme des monastères bénédictins et cisterciens qui ont inventé pour moi l'industrie, où on fait les traités technologiques, où on fabrique, etc. On fait tous les grands aménagements du territoire. C'est évidemment la foi et la norme bénédictine, la fameuse règle de Saint-Benoît du 6e, 7e siècle, qui est encore enseignée dans toutes les écoles de management comme le modèle. Donc c'est l'articulation d'une norme et d'une vision ou d'une croyance. Ça répond, petite anecdote, à ce que Isidore de Séville, un des pères de l'Église, qui a écrit les étymologies au 7e siècle, disait « L'homme se pose deux questions. Pourquoi vivre et mourir ?» Donc il faut répondre par le symbolique. Et comment vivre et mourir? Il faut répondre par des normes et par des règles pour vivre en société. Au passage, je signale que Isidore de Séville a été, par le Vatican, récemment institué saint patron de l'ordinateur et de l'informatique, comme Sainte Claire pour la télévision antérieurement. Et je trouve que c'est une excellente image pour définir ce qui nous arrive aujourd'hui avec l'ordinateur qui finalement répond. Mais ils ne l'ont pas fait pour ça, le Vatican, ils l'ont fait par référence aux étymologies qui sont une sorte de première encyclopédie de l'époque. L'institution aujourd'hui de l'industrie cybermanagériale qui fusionne, qui porte la foi industrialiste, aujourd'hui devient l'institution de référence. Beaucoup plus que l'État, qui est en décrépitude, l'institution de référence, c'est la grande entreprise, c'est la grande institution. C'est pas simplement la puissance économique des GAFAM, par exemple. Ça, je dirais, c'est la pointe avancée. Certes, ils sont plus puissants même économiquement que certains États. C'est au-delà de ça, c'est la capacité de production, de vision du monde, de pensée, et pas simplement de produits, de services, parce qu'on réduit trop souvent l'industrie à la fabrication d'objets qu'on va consommer, détruire, etc., pour polluer, recycler. Bon, tout ça, c'est quotidien. Non, l'industrie, d'accord, il y a ça, mais aujourd'hui, elle ne produit plus ça. Elle produit des systèmes de relations. Elle produit des services, elle produit des expériences. Quand vous pensez à ce que sont les GAFAM, elles ne produisent pas beaucoup de produits, un peu Apple, bien sûr, mais beaucoup de systèmes de relations ou d'écosystèmes dans le langage des industriels. Donc il y a une mutation radicale de l'entreprise. Et pour faire ça, ça veut dire qu'elle est obligée de capter l'industrie, la grande entreprise, de capter tous les savoirs. Et c'est sa force, d'ailleurs, par rapport à l'État qui souvent les segmente, à commencer par l'université. Et cette force intellectuelle est sa force institutionnelle aujourd'hui par rapport à l'État. Et cette foi techno-scientifique, j'aime bien la formule de Legendre qui parle de technoscience-économie. Moi, je parlerais plutôt de technoscience-industrie. Mais c'est ça la foi contemporaine. C'est une foi en la technoscience. Où est la vérité, entre guillemets? Elle est plus dans Dieu, pour beaucoup, pour certains, là encore. Elle est
un peu peut-être dans la République, la nation ou la patrie, mourir pour la patrie, comme disait Kantorowicz. Mais elle est beaucoup dans la technoscience, y compris quand les politiques veulent parler au nom d'eux, ils vont chercher la science ou la technoscience. Or, la technoscience aujourd'hui est tirée par l'industrie. Qu'est-ce qui tire la technique? C'est l'industrie. Qu'est-ce qui tire la science? C'est la technique. Donc, ce qui est premier, c'est l'industrie technoscience. Et c'est ça qui est le moteur, et même l'accélérateur, non seulement de l'économie, mais de plus en plus de la société et de la production intellectuelle et scientifique elle-même. Donc, voilà le moteur. Et je pourrais prendre un exemple, pour finir de ça. C'est peut-être le lien que peu ont souligné. Pourtant, il n'y a que 500 km d'écart entre Hollywood et la Silicon Valley. Tout le monde, et notamment en Europe, et notamment les chefs d'État, vont s'agenouiller, si je puis dire, à la Silicon Valley, la vallée des start-up, génial, machin. On en a fait des stars. Mais les stars s'étaient produits classiquement à Hollywood. Donc on a importé aux États-Unis, sur la côte ouest, le modèle d'Hollywood, où on fabrique des stars, avec tout un système économique, une économie de casino, etc., très particulière, et on l'a reproduite dans la Silicon Valley. Dans un endroit, on a des usines à fiction, ce que Baudrillard appelait des centrales imaginaires, comme les centrales nucléaires, et de l'autre, on a des centrales technoscientifiques, industrielles. Et les deux travaillent extrêmement ensemble, à tel point qu'Elon Musk, qui a compris, le patron de Tesla, il est en train de faire Hyperloop, c'est-à-dire la connexion par un tunnel pour être à une demi-heure de l'un à l'autre. Mais avant Elon Musk, il y a eu Steve Jobs qui a repris Pixar, puis qui est devenu actionnaire principal du principal studio qui s'appelle Walt Disney. Tant mieux pour sa famille, parce que c'est celui qui marche le mieux de studio. D'ailleurs, la pomme dont tout le monde cherche l'origine, elle vient bien des 7 nains, de Blanche-Neige et les 7 nains. Je vais faire un travail là-dessus. Et puis Spielberg, il a fait, etc. Bon. Donc en fait, il y a une fusion, pour pas dire une confusion, entre les grandes centrales à imaginaire, productrices de représentation du monde. Il n'y a pas mieux comme blockbuster, comme Matrix, pour vous expliquer l'intelligence artificielle et la promouvoir, et appeler tous les politiques et tous les laboratoires du monde à travailler. Il n'y a pas mieux que les films, les grands blockbusters, pour vous dire que va être le smartphone. On a tous vu avant cliquer sur des écrans américains. Les fictions précèdent le réel. C'est la grande thèse de Baudrillard, la précession des fictions sur le réel. Donc, Hollywood, usine à précession par les fictions, et ce dont vous avez rêvé, la Silicon le réalise. Et Steve Jobs a été, à mon avis, l'incarnation de cette starisation de la Silicon Valley, mais effectivement, il en a été le connecteur, et en créant notamment d'abord le PC, mais surtout après le smartphone, qui connecte justement ces deux pôles de l'imaginaire et de la technoscience, industrie, de façon quotidienne aujourd'hui à l'échelle mondiale.